on va accueillir Natija, excuse-moi si je écorche le prénom, qui est Xbox Game Lead et qui va être interviewée par Jaël. Je vous demande de l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Super. Pas trop loin l'une de l'autre. Waouh. Waouh. Du Bonjour. monde. Bonjour. Bonjour à tous. Ça va? Ça va bien. Ouais. Je suis honorée, d'ailleurs je vais commencer par ça, honorée d'avoir été invitée aujourd'hui à cet événement. Donc je remercie Afrogameuse, Jennifer, de m'avoir contactée. Et puis je suis contente aussi de voir que la salle est diverse. Non seulement diverse en termes de genre, mais également en termes de couleurs. Et ça, c'est très important. Jennifer l'a souligné, il est important aussi d'avoir des alliés dans tous les combats, ne serait-ce que de diversité et inclusion. Donc je suis ravie de voir que cet événement, au final, ressemble aux valeurs que j'ai envie de porter et auxquelles on va partager aujourd'hui. Hein. Exactement, merci beaucoup. D'ailleurs, en parlant de bonnes nouvelles, voilà, c'est tombé il y a même pas 2 jours, là, Fresh News. Sarah Bond rejoint du coup la présidence de Xbox, nouveau visage. C'est évidemment une excellente nouvelle et aussi en lien avec la discussion qu'on a eue et l'échange qu'on a eu la semaine dernière. Donc c'est super, vraiment, c'est, comme tu disais, un gros pas dans l'inclusivité et le développement justement de rôle modèle. Je voulais avoir du coup ton avis, ton ressenti par rapport à cette nouvelle, Natija. À titre personnel, je ne peux qu'être ravie de voir Sarah représenter, on va dire, sur un niveau encore plus élevé, Xbox, puisqu'elle était déjà la vice-présidente de Xbox. Aujourd'hui, elle prend la présidence, toujours sur Phil Spencer, mais il n'empêche que là, elle va avoir un rôle élargi. C'est aussi, tu vois, ce qu'on en disait, des steps. Il y a quelques temps, qui aurait pu imaginer d'avoir déjà ne serait-ce qu'une femme? On va commencer par ça. Puis une femme noire à la présidence d'un constructeur aussi important que Xbox et chez Microsoft également. Donc c'est ce genre de pas que je souhaite souligner et surtout je souhaite applaudir parce qu'on a besoin de rôle modèle, bien que ce soit aux États-Unis, soit éloigné, etc. Mais au final, il y a un effet cascade qui rejoint toute l'industrie. Donc c'est vraiment positif et je suis ravie. Exactement. Merci beaucoup. Une autre rôle modèle, toi. On va du coup commencer brièvement par ton parcours, soit scolaire, professionnel, plus professionnel pour le coup. Et voilà, je te laisse la parole pour quelques minutes pour te présenter. Je m'appelle Natija, mais tout le monde m'appelle Nati. Mais je vous invite à faire de même si on se croise durant la journée. Je suis... Mon rôle a changé entre-temps, mais en tout cas, je suis Xbox Game... J'étais, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, Xbox Games Lead pour la France et Benelux, maintenant pour Total Southwest, donc j'ai repris toute la partie Europe de l'Ouest, avec quand même toujours un focus sur la France et Benelux, qui sont chers à mon cœur. Donc, derrière ce titre pompeux, qu'est-ce que veut dire Xbox Games Lead? Parce que c'est très pompeux. Mais je suis vraiment à la dernière chaîne, enfin, je suis le dernier chaînon d'un développement de jeux vidéo, c'est-à-dire que je m'assure qu'une fois que les créas, les studios ont développé le jeu, je m'assure que ce jeu soit bien marketé, bien distribué, bien compris par les audiences que le studio de développement ou les studios ont envie de targeter. Donc, on va dire que je supervise toute cette partie produit, distribution, prix, etc. pour les jeux first party de Microsoft. Je pense que tout le monde ici est assez sensible. Si je dis first party, ça va? OK. Donc, les jeux venant des Xbox Game Studios. Et en plus de ça, j'ai eu la relation avec nos éditeurs tiers, donc tous les éditeurs qui travaillent sur l'écosystème Xbox et PC. Donc, gros scope, mais un scope intéressant. Oui. D'ailleurs, je précise, il y aura 15 minutes à la fin de notre petit échange. Si vous avez des questions, in French, in English, Yeah. J'ai entendu qu'il y avait des anglophones dans la salle. N'hésitez pas, on aura 15 minutes, un espace dédié pour vous. Merci beaucoup. Durant notre échange, du coup, Nati, ce qui m'a aussi, par rapport à mon parcours, et ce qui, je pense, peut-être va pouvoir résonner
dans vos esprits, dans les esprits de certains. C'est vraiment le fait de partir et de pouvoir t'adapter finalement dans ton parcours professionnel, t'adapter à un monde qui en face de toi ne te ressemble pas vraiment. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ta remarque, qui était pertinente par rapport aussi à mon parcours. Donc j'aimerais bien que tu développes cette idée par rapport à comment ça s'est passé, les challenges peut-être initiaux que tu as rencontrés pour en arriver à ce stade aujourd'hui. Avant toute chose, c'est vrai que il est difficile de faire sa place quand il y a peu de personnes qui te ressemblent, que ce soit en termes de genre, encore une fois, ou en termes tout simplement de couleur de peau. Et ce qui fait que tu dois travailler 2 fois plus. Il y a une chanson de Kerry James bien connue, pour ceux qui la connaissent, qui s'appelle Banlieusard, qui a fait le buzz déjà récemment en plus, qui est assez véridique, puisque à chaque fois, j'ai eu l'impression de doubler mes efforts pour arriver là où j'en suis et doubler mes efforts de networking pour arriver là où j'en suis. Tout à l'heure, Michael parlait de l'insertion professionnelle dans le jeu vidéo, mais c'est réel, puisque au début, moi mes parents sont éboueurs et dames de cantine. J'étais pas prédestinée à avoir la position que j'ai aujourd'hui et je n'avais aucun réseau, je ne connaissais personne. Bon, mais j'ai toujours aimé jouer. Je savais que je voulais travailler dans le jeu vidéo. Donc comment on fait, comment on se démerde, désolé, je vais le dire comme ça, mais comment on se démerde pour venir travailler dans le jeu vidéo. Je n'ai pas non plus un background technique. Je suis pas dev, je suis pas moi, je fais du marketing de base. Je suis diplômée d'un master marketing. Pour autant, j'avais envie de travailler dans le jeu vidéo. Donc, et c'est là où ça rejoint ta question, c'est l'importance de sortir, l'importance de lutter contre le déterminisme qu'on essaye de t'imposer, etc., et d'aller à la rencontre dans des événements comme celui-ci. À l'époque, il y a 10-15 ans, ça n'existait pas, mais aller sur Facebook, aller à l'époque sur Twitter, etc. En tout cas, lever la main pour dire ça m'intéresse, est-ce que vous avez des stages? Et puis voilà. Fun fact, pour rentrer chez Microsoft, j'ai passé 2 mercredis à distribuer mon CV papier devant l'entrée. Waouh! Bravo, bravo. On peut l'applaudir. 2 semaines. Wow. C'était un autre monde. Maintenant, il y a le digital et tout ça, mais voilà. Mais oui, c'est quand même important de le noter. Bravo. Vraiment, parce que, comme tu le dis, il y a cette notion aussi de déterminisme et d'adaptation, aussi de capital culturel qui est très important. Donc, pour le déterminisme, c'est surtout de personnes racisées, c'est de pouvoir comment s'adapter autour de soi, à qui on parle, à quelle entreprise on parle. Et c'est pas forcément évident. Et comme tu le dis, on doit redoubler d'efforts vraiment pour parvenir ne serait-ce qu'à engager une introduction, quoi. Juste histoire que quelqu'un nous remarque. Est-ce que, du coup, tu as aussi, en parlant de déterminisme social, comment tu fais au jour le jour, clairement, pour faire entendre ta voix au sein de ton entreprise? C'est aussi que tu as un poste, du coup, plutôt important et élevé au sein de ton entreprise. Comment fais-tu au jour le jour pour faire en sorte qu'on puisse entendre ta voix et comment tu fais aussi pour t'adapter, mais vraiment dans le concret, dans ton travail? Déjà, en participant tout simplement à ce type d'événement, parce que ça me permet aussi de rencontrer des personnes que je n'aurais pas pu rencontrer dans un quotidien. Donc le networking, je pense que c'est vraiment la base de tout. Et en se rendant disponible aujourd'hui, comme à la Paris Games Week, comme à la Japan Expo, parce que je suis très fan de manga, j'ai entendu quelqu'un parler de manga, aussi je suis à la Japan Expo, enfin essayant d'être le plus visible possible, en laissant son LinkedIn ouvert, c'est bête, mais ça fait partie de ça également, c'est en étant ici, peut-être que vous n'allez pas intégrer Xbox ou Microsoft, mais peut-être que je connais des gens qui connaissent des gens, et il y a un engrenage qui se fait. J'ai rencontré Michael il n'y a pas si longtemps, mais c'est vraiment ce que je veux dire, c'est cet engrenage. Donc déjà, c'est la première couche. Puis derrière, faut savoir aussi que Microsoft est assez avancé, et c'est une chance aussi pour moi d'être dans une entreprise qui est avancée sur tout ce qui est politique de recrutement, de diversité et d'inclusion. Donc c'est des choses aussi qu'on prend en considération lorsqu'on reçoit des CV, des profils. On se dit, est-ce qu'on a réussi à sourcer les bons candidats? Est-ce que certains candidats n'ont pas eu une forme de syndrome de l'imposteur et n'ont pas voulu postuler? Donc on essaie de les rassurer également dans nos job descriptions lorsqu'on poste
une ouverture de poste ou lorsque les équipes RH vont dans les écoles et essayent de diversifier aussi le pool d'écoles pour aller recruter ou sensibiliser les stagiaires, alternants et futurs membres de la division. Il y a une expression, en tout cas une phrase que tu m'avais dite, qu'il n'y a pas meilleur ambassadrice que soi. Tout à fait. Je voudrais aussi que tu puisses expliquer à notre public et à tous ceux qui pourraient être intéressés évidemment à rejoindre le secteur d'un point de vue peut-être plus personnel, au-delà aussi, parce que le travail se fait aussi au-delà du professionnel. Comment aussi dans ta vie de tous les jours, est-ce que cette importance du networking, tu m'avais dit aussi de ne pas hésiter à solliciter. C'est vrai qu'il y a beaucoup, et ça rejoint aussi le syndrome de l'imposteur, c'est qu'on hésite vraiment beaucoup. On se pose 3 millions de questions. Est-ce que la personne va nous recevoir? Dans quelle mesure? Non, ne pas hésiter à solliciter, c'est ce que tu m'avais dit. Alors, il faut déjà lutter contre la petite voix, parce qu'il y a toujours une petite voix derrière qui vous dit non, la personne n'est pas dispo, elle n'a pas le temps, etc. Alors ça fait partie vraiment du syndrome de l'imposteur, où on se dit ça va pas marcher, ça va pas y aller, et c'est lutter déjà contre cette petite voix, parce que les hard skills, finalement, c'est assez facile de les obtenir. On peut se former, s'auto-former. Maintenant, en plus aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, bref, il y a énormément de plateformes, énormément d'open classroom pour se former. Le plus compliqué, au final, c'est d'acquérir les soft skills. Et ces soft skills sont très importants, ne serait-ce que c'est ce qui va faire la différence entre vous et un autre candidat, au final. Et pour ces soft skills, on se dit, je veux postuler, mais ça ne va pas marcher, il va voir mon CV, il ne va pas le prendre, ou etc. Mais avez-vous déjà contacté la personne via LinkedIn? Avez-vous essayé de rentrer en contact ou avec des personnes qui ont des jobs similaires pour comprendre l'univers, le métier, etc. C'est vraiment important de se dire, il faut aussi acquérir ces soft skills et ne pas avoir peur et ne pas hésiter à solliciter. Parce que le nom, moi j'essaye de répondre à quasi tout le monde sur LinkedIn et je sais que je ne suis pas la seule à le faire, puisque au final, ça prend 5 minutes, ça prend peu de temps. Et derrière, je peux rentrer en contact avec des nouvelles personnes, des personnes auxquelles je ne pensais pas ou que je ne connaissais pas. Si je me mets à la Nati d'il y a 10 ans, en fait, c'est un peu c'est un peu ce que j'ai fait, ou c'est un peu ce que je conseille aux gens de faire, c'est de ne pas hésiter. Il va avoir forcément la petite voix qui va venir limiter, et c'est des croyances limitantes, j'ai pas le temps, ou la personne ne va pas me recevoir, etc. Et c'est comment arriver à dépasser ça. Et je pense que c'est quelque chose d'important, d'autant plus quand on est une personne racisée, ou on est une personne, une femme, parce que ce syndrome d'imposteur vient souvent, malheureusement, avec quand on est une femme, c'est de se dire, et so what? Ouais. Non mais so what? J'ai tenté, ça n'a pas marché, c'est pas grave. So what? Et une fois sur 2, une fois sur 10, une fois sur 5, ça va fonctionner. Je mets le pied dans, tu vois, la porte est entrouverte, je mets le pied et voilà. Et après, advienne que pourra, mais au moins, exactement. Ça déroule. Exactement, mon parcours. Mais quand je le dis comme ça a l'air simple, mais au final, c'est très difficile parce que ça nécessite aussi un travail sur soi. Parce que généralement, lorsqu'on se bribe, c'est que aussi on a peur et il faut se dépasser cette peur. C'est facile à dire. Moi, je sais que ça m'a pris énormément de temps avant de le faire, mais en initiant ce changement, petit à petit, on y arrive. Et ça, c'est vraiment malheureusement caractéristique des personnes issues de l'immigration ou avec une diversité de genre. Et même, je reviens sur l'orientation sexuelle, elle ne se voit pas, mais parfois certains, dans leur parcours personnel, se sentent bridés, limités parce qu'ils ont eu peur, parce qu'ils n'ont pas eu voix au chapitre. C'est là où il faut commencer aussi ce travail pour aller se dépasser et ne pas se limiter et ne pas laisser les croyances limitantes prendre le dessus. Exactement, merci beaucoup. Il y a aussi on a parlé un peu de la notion de pression aussi, au-delà de ne pas hésiter, aussi la notion de la pression qu'on se met parfois sur soi, en premier principalement pour atteindre ses objectifs. Est-ce que tu te mets la pression Déjà, en parlant devant vous, j'ai la pression. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai une pression de dingue. Non, bien sûr, la pression est inhérente déjà à ma position, mais n'importe quel job, on va venir y avoir une pression. Mais cette pression, au final,
Vraiment, on se la met. Et encore une fois, si je n'avais pas dit que j'avais eu la pression, je pense qu'aucun d'entre vous serait dit qu'au fond de moi, je suis terrorisée. Moi, je suis terrorisée, là. Mais pour autant, là, je prends la parole et j'essaye de délivrer les messages, en tout cas que j'ai envie que vous entendez. Et cette pression, c'est comment on arrive à la gérer. Encore une fois, ça prend du temps et c'est un travail de soi. Et d'autant plus dans le jeu vidéo où il y a une autre pression qui arrive. Sachant que c'est une industrie où il y a peu, pour l'instant, de personnes qui nous ressemblent, on a une pression aussi et un devoir de représentation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais parfois je me dis, vas-y, je suis la seule personne noire, il ne faut pas que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça, je dois représenter derrière tous les gens qui sont derrière moi. C'est faux, mais je dois quand même tous les représenter, etc. Et je me mets une pression supplémentaire. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens dans l'assistance. En tout cas, je vois que ça a l'air de te parler. Oui. Mais ça, c'est une forme de pression également. Parfois, il faut aussi savoir gérer toutes ces formes de pression. Et comment bien les gérer, c'est aussi en prenant du recul et en soufflant, en se disant « Ok, tu ne peux pas tout prendre sur toi et ne te mets pas des pressions inutiles. » Exactement, je me dis, on m'a embauché, voilà, je suis là. C'est un peu ça. Tu sais, quand j'ai pris ce job, j'ai mis un an et demi avant me sentir légitime. Bah ouais, c'est ouais. Un an et demi avant de te dire, bah, peut-être que je suis à ma place et que j'ai pas à me justifier ou à travailler triple. Donc ouais, ça demande du temps. Ouais. Ça demande du temps, toujours ce besoin de validation. Ouais. Par les autres, en se disant, alors que toutes les décisions que je prenais avaient un sens business, avaient un sens pour le studio, avaient un sens pour les gamers qu'on essayait d'atteindre sur un certain jeu, mais j'avais toujours besoin de validation parce que, encore une fois, la pression. Exactement. Et surtout que des fois, tu peux ressentir, ou du moins des pressentis aussi sociaux qui te font ressentir que tu es la seule à... Voilà, racisé, et du coup, des fois, tu sens aussi, pas forcément des fois directement, très souvent d'ailleurs, c'est indirectement, mais ressenti quand même, donc je partage ton point de vue. Écoute, on va peut-être terminer par une note peut-être de conseil, pour celles qui souhaiteraient aussi effectuer un parcours similaire au tien, ou même quelques conseils supplémentaires à donner. Déjà, si vous êtes ici, c'est que vous êtes dans la bonne démarche, parce que ça vous permet de rencontrer des gens différents, des gens qui viennent d'horizons ou de studios différents. Ça, c'est la première étape, c'est sortir. Oui. C'est triste à dire, mais c'est sortir, aller au-delà de son cercle pour obtenir le job. Quand je vois que, là je parlais de diversité de genre, mais qu'aujourd'hui, dans l'industrie du jeu vidéo, et ça c'est une étude de Women in Games, que 22% des personnes sont des femmes, quand je vois qu'il n'y a que 6% de femmes dans les métiers techniques, ça veut dire qu'il doit y avoir un problème. Donc, ça veut dire que soit elles ont peur, soit elles ne rencontrent pas des gens qui peuvent les rassurer, etc. Donc, en sortant, déjà, ça permet aussi d'élargir ces horizons. Donc, ça, c'est un premier conseil, c'est de rencontrer. Et aujourd'hui, on a la chance, contrairement à moi, il y a 10 ans, on a énormément de réseaux sociaux professionnels ou de groupes comme Infogameuse, Women in Game, le FAJV pour ceux qui créent leurs jeux vidéo. Enfin, il y a énormément de groupes qui permettent justement de mettre un pied dans cette industrie et d'y aller. Ouais. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est de ne pas hésiter. Parce qu'au final, on peut croire qu'on n'aura jamais de réponse. Pour autant, il y a des réponses. OK, 1 sur 100. 1 sur 1000, mais à un moment, il y a une réponse. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir la détermination de continuer. On est dans une industrie créative et culturelle, et généralement, on est tous passionnés par le jeu vidéo, donc même quand il y a des moments de faiblesse, il ne faut pas lâcher. Et surtout, quand on rencontre des gens et on sort, il y a un esprit de sororité lorsqu'on est entre femmes, mais un esprit en tout cas de groupe et de communauté qui fait qu'on peut s'en sortir, et quand on a un down mental, il y a des gens qui sont là pour vous relever. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Nati. Merci. Bien, écoutez, merci. 14h pile. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, pour tes conseils, ton approche et ton expérience. Merci beaucoup. Laissons la parole au public, à vous toutes. Si on a une quinzaine de
Ok, une quinzaine de minutes pour vos questions. Si vous en avez pour Nati, n'hésitez pas. Merci Nati pour l'interview. Et j'ai une question, ça fait combien de temps du coup que tu es au poste de Game Lead? Ça t'a mis un an et demi? C'est vrai que j'ai oublié de me présenter, mais ça fait 3 ans que je suis sur ce poste-là. Donc ça fait 3 ans que j'ai intégré Microsoft et que j'ai pris la direction de Xbox Games. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour ton intervention. Moi, ma question, c'est vis-à-vis du syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as eu à un certain moment un déclic, peut-être un verrou qui a fait complètement sauter cette sensation-là? Parce que, comme tu l'expliquais sur ton parcours, moi, je vis un peu ça. Je suis dans l'informatique et il y a des milieux où j'ai atterri où vraiment je me sens pas à ma place, ou même à certains moments je me sens pas légitime, alors que pourtant sur le papier je sais que j'ai les compétences. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai pas cette sensation d'accueil de me dire en fait j'ai le droit d'être là et je suis totalement, enfin je suis méritant quoi, comme n'importe lequel. Il y a ce moment, en tout cas le moment où le verrou a sauté pour me concernant, parce que ça a vraiment pris 1 an et demi, donc limite la moitié de mon temps occupé chez Microsoft. C'est un événement particulier, les Pégases, jeux vidéo, où j'ai dû monter sur scène. Et à ce moment-là, lorsque j'ai pris la parole, j'avais peur, j'étais terrorisée, mais j'ai senti une transformation. C'est-à-dire, à partir du moment où j'ai vu tous ces yeux rivés sur moi, et quand j'ai pris la parole et que je voyais que c'était clean, c'était cool, ça se passait très bien, il y a un verrou psychologique qui s'est débloqué. Et pour en revenir à ton expérience, moi, la seule chose que je peux te donner, le seul conseil que je puisse te donner, c'est vraiment aussi de consulter tes pairs. Quand je dis ça, c'est que je ne parle pas forcément de ton management hiérarchique, mais les personnes avec qui tu collabores. Parce que nous, on ne voit pas les pépites qu'on a cachées derrière notre dos, mais eux le voient. Et il y a ça aussi. Moi, j'ai eu cet événement-là, puis également mes collègues qui m'ont dit, mais en fait, qu'est-ce que tu racontes c'est très bien, t'es génial, et ça se passe très bien. Eux le voient, moi, je ne le vois pas. Peut-être que eux le voient, mais toi, tu ne le vois pas. Et c'est ça le point, c'est tes pairs, tes collègues. Forcément, on a tous un bestie dans une entreprise, même si tu te sens pas légitime, même si machin, lui le voit. Et lui va te dire pourquoi toi, tu es quelqu'un qui pèse, comme on dit chez moi. Je te remercie beaucoup pour ces réponses. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. Bonjour. Salut. Salut. Merci beaucoup pour ton intervention et tes conseils. Je voulais savoir, est-ce que tu pouvais nous détailler quelle a été ton évolution avec des moments clés, peut-être des moments charnières, quoi, ouais. Au sein de Microsoft qui t'ont permis d'évoluer comme ça? Alors, il faut savoir que j'ai commencé en stage chez Microsoft, mais ça, c'était il y a 10 ans. Et c'est le moment où j'ai distribué mes CV devant l'entreprise, il y a 10 ans, en tant que stage. À cette époque, c'était pour une alternance. J'ai fait toutes mes études supérieures en alternance. Ça, c'est quelque chose aussi que je voulais préciser, parce que ça permet aussi d'engranger ne serait-ce que de l'expérience, du networking, etc. Et surtout de financer ses études, tout simplement. Les étapes clés, c'est vraiment... Moi, j'ai commencé en stage. Puis je suis partie dans une boîte qui s'appelle HP, où j'ai lancé la marque de gaming, de PC gaming qui s'appelle Omen. Et c'est là où je suis vraiment rentrée dans le gaming. J'ai toujours été joueuse, j'ai toujours voulu jouer, j'ai toujours voulu travailler dans le jeu vidéo. Et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai commencé à asseoir ma crédibilité dans le monde du jeu vidéo. J'ai rencontré énormément de personnes à ce moment-là, qui m'ont permis aussi de développer mon réseau. Je reviens beaucoup sur le réseau parce que c'est ce qui fait la différence, hein, vraiment. C'est en rencontrant des gens, ça débloque des portes. Je suis restée un petit moment, 4 ans chez HP, puis il y a une ouverture de poste chez Microsoft. J'ai pas postulé. Alors, il faut savoir qu'à la base, je voulais pas forcément y aller, puisque mon expérience en tant qu'alternante et stagiaire n'avait pas été géniale, puisque je trouvais qu'il y avait manqué de personnes qui me ressemblaient. Typiquement, j'étais la seule personne noire, et je trouvais ça bizarre.
Mais à cette époque, j'ai eu un rôle modèle qui s'appelle Ina Gelbert, qui était l'ancienne directrice Xbox France, qui, par toutes ses actions, m'a démontré aussi le changement de l'orientation d'Xbox, de l'orientation de Microsoft et le changement qui s'est opéré dans l'entreprise. Et ça m'a permis de me dire, OK, j'y vais. Après, j'ai passé l'entretien, bon, je suis là. Mais c'est ça, c'est vraiment plusieurs étapes. Stage, un job, puis un autre job, vraiment pour des convictions qui me ressemblaient et parce que je voulais rester en gaming. Et après, ça a continué à dérouler. Ça répond à ta question? Ouais, super, merci beaucoup. Merci. Hello. Salut. L'anecdote de mercredi, des deux mercredis où tu as déposé tes CV, qui était, ça montre un certain acharnement, enfin acharnement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce qu'après, quand tu as eu ce stage, tu as pu aller chez ESP, monter au Maine, incroyable, et après aller chez Microsoft, etc., tu avais encore besoin de cet acharnement? Toujours. Ok. Toujours. Je pense que s'il y a bien une chose que j'aimerais bien que vous reteniez aujourd'hui, malheureusement, pour des personnes comme nous, là je regarde cette salle parce qu'elle est vraiment diverse, etc., l'acharnement fait partie de notre parcours. Il n'y a aucun moment où moi je me sens reposée. Dans le sens où si je souhaite évoluer et continuer à travailler dans l'industrie vidéoludique, il faut toujours que je sois acharnée. Parce que malheureusement, je serai en face de personnes qui sont en place soit depuis plus longtemps, ou sinon qui ont les codes. Parce qu'il y a aussi une question de code. C'est comment tu as les codes de l'industrie. Et ça s'acquiert pour quelqu'un comme moi qui vient d'un milieu qui n'a rien à voir, par de l'acharnement, ou au-delà de ça, j'ai envie de dire, de la détermination. Donc oui, franchement, je me repose jamais, parce que toujours, je vais continuer. En venant ici, en rencontrant des gens, en m'informant, mais toujours, et même dans le boulot, toujours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tout cas. Bonjour. Bonjour. Maintenant que tu as une assez haute position, je voulais savoir si tu as l'impression d'avoir vraiment un impact pour aider à l'inclusivité, pour aider les personnes sous-représentées. Je suis là. Non, mais blague à part, oui, en tout cas, j'essaye de l'avoir le plus que possible, ne serait-ce que, et là je prends vraiment la diversité et l'inclusion au sens large. Après, on est aidé vraiment encore une fois chez Microsoft, mais ne serait-ce que pour la partie accessibilité, donc comment faire en sorte qu'on travaille aussi avec des personnes en situation de handicap, c'est aussi avec des personnes de genres différents, d'orientation sexuelle différente également. C'est comment travailler sur les pronoms. C'est quelque chose qui n'est pas récent pour certains d'entre nous, mais qui peut être récent pour d'autres, parce qu'il y a aussi cette forme d'éducation aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des pronoms non genrés, par exemple. Donc oui, il y a quand même une forme d'impact. C'est des baby steps, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est tous ces baby steps collectivement rendent quelque chose de très impactant. Et en plus de ça, la chance que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, je viens aussi sensibiliser, donc ne serait-ce que les RH, ne serait-ce que les studios, ne serait-ce que tous ceux que je rencontre sur cette possibilité d'avoir des gens de talent, mais venant d'horizons divers. Donc oui. Merci beaucoup pour ton témoignage. Petite question, parce que tu as beaucoup dû te battre du coup, pour arriver là où tu es. Nous, on vient d'une école où il y a vraiment très peu de gens qui sont racisés. Genre, il y a une vingtaine, il y a une personne. Ça nous fait halluciner. Est-ce que tu as l'impression que les gens te comprenaient quand tu parlais justement des combats supérieurs aux autres que tu devais mener dans le milieu où tu as évolué? Est-ce que tu étais comprise par rapport à ça? Ou tu devais expliquer à chaque fois que oui, effectivement, il y a des différences? Les gens ne les voient pas, je pense. J'ai deux réponses à donner. La première, c'est oui et non. Oui, dans le sens où il y a une forme de discrimination envers les personnes racisées, effectivement, mais une forme aussi de discrimination territoriale. Parce que tu peux habiter en banlieue et être blanc. Pour autant, tu fais face à des challenges différents, mais tu fais face à des challenges qui sont communs. Donc, l'éloignement géographique, le manque de réseau, etc. Donc là, j'ai envie de te dire oui. Et ensuite, après, lorsqu'il s'agit de discrimination liée au genre, maintenant, beaucoup d'entreprises sont sensibilisées, donc, et
il y a sensibiliser et être acteur. Ça, c'est deux choses différentes, mais en tout cas, sont sensibilisés, donc c'est des messages qui passent plus. Et le dernier volet, ce qui est donc, du coup, pour les personnes issues de l'immigration, là, malheureusement, j'ai encore peu de réponses ou de compréhension. Pour autant, c'est là où j'interviens, mais comme plein de personnes peuvent intervenir, c'est d'expliquer. D'expliquer quelles sont les difficultés, quels sont les parcours, quelle est justement la lueur dans les yeux que tu vois de personnes venant issus de l'immigration, pour leur dire parce que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. En tout cas, ça nécessite 2 fois plus d'énergie. Donc, oui et non. Merci. Merci, maman. Salut Nati. Salut Jennifer. Et encore merci beaucoup pour ton témoignage qui vraiment fait chaud au cœur. Je tenais à le souligner. Alors moi j'ai une question, je voudrais juste savoir si au niveau d'Xbox, etc., est-ce que il y a des partages au niveau des métiers du jeu vidéo au sens large, quand on sait qu'on connaît le milieu mais de loin, qu'on n'a pas forcément fait des études dans ce sens. Est-ce qu'il y a de l'information à laquelle Microsoft ou Xbox peut diriger, que ce soit le public ou que ce soit les salariés? Il y a eu un programme de mentorat l'année dernière, mené par Ina, donc l'ancienne directrice Xbox France. Là, on est en train de réfléchir à une nouvelle forme pour accueillir plus de personnes venant d'horizons divers, donc, et pour les aiguiller, ne serait-ce que par les studios, parce que Microsoft possède de nombreux studios, mais aussi on travaille avec de nombreux studios partenaires, pour ceux qui ont envie d'avoir une carrière dans un studio, ou simplement savoir quels sont les métiers du jeu vidéo et de sensibiliser dans le métier du jeu vidéo. Donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on essaie de travailler. On ne fera pas mieux que Mickaël, mais en tout cas, on essaye. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Nati. Merci à tous pour vos questions. Merci Nati. Tu restes toute la journée avec nous? Oui, du coup, vous pourrez lui poser d'autres questions encore au cours de la journée.